Il y a quand même une instabilité aujourd'hui, un certain nombre de risques économiques pour Trump. Vous avez des élections de midterm qui se préparent, et puis on sait que Trump est imprévisible, et donc il peut à un moment donné arrêter les frais en disant que les objectifs ont été atteints. C'est à la fois la question la plus importante et la plus difficile finalement à laquelle apporter une réponse. Et nous allons parler à présent de Donald Trump et des États-Unis, et plus particulièrement de cette guerre contre l'Iran, et jusqu'où Donald Trump est prêt à aller pour justement dans cette guerre contre l'Iran. Et pour cela, nous sommes très heureux d'accueillir Sébastien Lévy. Sébastien, bonjour, merci d'être avec Bonjour. nous. Vous êtes spécialiste des États-Unis, vous connaissez bien ce pays, et encore plus en ce moment avec cette guerre. Et cette question, je vais la reposer. Jusqu'où Donald Trump est prêt à aller dans cette guerre contre l'Iran? Et c'est la question véritablement à laquelle que tout le monde se pose depuis le début de cette guerre. On sait très très clair, les objectifs du Premier ministre israélien et globalement d'ailleurs des Israéliens en général est extrêmement clair, c'est-à-dire sans doute un changement de régime, en tous les cas affaiblir suffisamment l'Iran pour des années et évidemment le neutraliser, notamment en ce qui concerne les menaces, que ce soit balistiques ou sur le nucléaire. Chez Donald Trump, c'est un peu plus compliqué puisque les objectifs ont beaucoup changé. Est-ce que c'est un changement de régime? Est-ce que c'est le nucléaire? Est-ce que ce sont les proxys? Est-ce qu'il est prêt à une guerre longue? Est-ce qu'il veut une guerre courte? Et on le voit d'ailleurs dans ses déclarations. Un jour, il dit la guerre est presque finie. De l'autre, on est prêt à une guerre longue. Un jour, il dit les objectifs ont été atteints. Ensuite, donc, on a vraiment une vraie vision stratégique chez Israël, une vision, je dirais, un peu plus tactique de la part de Donald Trump, pas de l'armée américaine, mais de Donald Trump. Et c'est ce qui fait qu'il est extrêmement difficile de répondre à cette question. Il y a plusieurs choses qui vont sans doute influencer Donald Trump. C'est l'économie, Oui. c'est sa cote de popularité, c'est le prix de l'essence. Pour l'instant, sur la cote de popularité, il peut être tranquille on a vu, il y a eu un sondage hier qui a montré que 90% des électeurs MAGA soutenaient cette guerre. Donc, pour le coup, c'est quelque chose qui le rassure. En revanche, les prix de l'essence ont augmenté de 25% dans les 10 derniers jours. Il y a quand même une instabilité aujourd'hui, un certain nombre de risques économiques pour Trump. Vous avez des élections de midterm qui se préparent, et puis on sait que Trump est imprévisible, et donc il peut à un moment donné arrêter les frais en disant que les objectifs ont été atteints. Mais c'est vrai que c'est à la fois la question la plus importante et la plus difficile finalement à laquelle apporter une réponse. Alors justement, peut-être parler plus particulièrement du côté économique, du coût économique de cette guerre. Alors on a parlé du prix du pétrole qui a augmenté, mais cette guerre aussi coûte beaucoup d'argent aux États-Unis. Et on va dire, est-ce que le contribuable américain est prêt justement à une guerre longue en Iran, qui est quand même à des milliers de kilomètres des États-Unis, qui peut-être ne l'intéresse pas tant que ça? Alors, j'ai parlé de la popularité de cette guerre auprès de la base MAGA. En revanche, cette guerre, en général, n'est pas populaire aux États-Unis. C'est environ 35 à 40% qui la soutiennent. Donc, clairement, vous avez aujourd'hui une défiance envers globalement les guerres et lointaines, qu'on appelle les guerres lointaines. C'est-à-dire que beaucoup d'Américains en ont assez de ces guerres qui leur coûtent beaucoup d'argent et dont ils ne voient pas véritablement les retombées positives pour eux. Et puis, vous avez effectivement des vraies conséquences économiques. Vous avez effectivement ce prix de l'essence qui est très, très important aux États-Unis pour deux raisons. D'abord parce que vous n'avez quasiment pas de taxes aux États-Unis. Donc, en fait, vous avez un effet direct de la hausse des prix du pétrole sur la hausse de l'essence. Et c'est quelque chose que vous voyez tout le temps. C'est toujours dans le paysage des Américains qui circulent beaucoup en voiture. Vous êtes confronté, je dirais, au prix de l'essence. Donc, c'est un indicateur qui est très, très important. Et puis, de l'autre côté, vous avez quelque chose d'autre qui est problématique pour eux. C'est que ça s'inscrit dans un contexte où déjà l'économie américaine ne va pas bien. Si on regarde en fait l'année 2025, là, vous avez le président de la Fed qui a montré que finalement, il n'y a pas eu de création nette du secteur privé. Donc, vous avez en fait un contexte économique qui n'est pas très favorable. Là-dessus, vous avez cette hausse des prix du pétrole et donc une inflation qui repart également. Donc, pour toutes ces raisons, cette guerre qui déjà n'était pas populaire, elle inquiète énormément d'Américains qui se disent aujourd'hui le coût risque de ne pas en valoir la peine, c'est-à-dire un coût directement sur mon pouvoir d'achat, et puis un coût globalement qui va encore affaiblir la croissance économique mondiale et donc la croissance économique américaine et donc demain l'emploi. En ce sens, Donald Trump est évidemment sur un terrain mouvant, je dirais, au niveau de sa popularité. Certes, ce qui compte pour lui, on le sait, c'est sa base, Oui. mais à un moment donné, il doit aussi voir l'effet économique global, et pour le coup, les nouvelles ne sont pas bonnes sur ce plan-là. Alors, il y a un autre sujet aussi qui est très important pour Donald Trump, c'est la géopolitique ici dans la région, et plus particulièrement les pays du Golfe. Et pour le moment, les pays du Golfe semblent être, entre guillemets, alliés à cette guerre, même s'ils ne sont pas actifs.
Mais de quelle manière, justement, les pays du Golfe peuvent peut-être intervenir sur la longueur de la guerre contre l'Iran? Et je pense que c'est le calcul, d'ailleurs le mauvais calcul qui a été fait par l'Iran. Si l'Iran a rebondi de façon aussi forte, non seulement contre Israël, mais aussi contre les pays du Golfe, c'était avec l'idée que ces pays du Golfe pourraient intervenir auprès de Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'ils ont énormément d'impact sur Donald Trump pour un certain nombre de raisons. D'abord, vous avez des investissements massifs qui ont été faits à la fois aux États-Unis, mais aussi chez les proches de Donald Trump. Par exemple, le fonds d'investissement de Jared Kushner, le gendre du président, il est principalement alimenté aujourd'hui par le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Vous avez eu le cadeau fait par le Qatar à Donald Trump de l'avion. Vous avez donc des investissements massifs aussi dans la Trump Corporation. Vous avez aussi les bitcoins Trump qui ont été achetés massivement. Donc, vous avez une relation extrêmement transactionnelle, voire mercantile. On est quasiment dans la corruption entre la famille Trump et les pays du Golfe. Et donc, ils ont quand même un certain ascendant sur Donald Trump. Maintenant, ça n'est pas non plus un ascendant au point, évidemment, de lui dire exactement ce qu'il doit faire. Et aujourd'hui, clairement, le pari de l'Iran, c'est d'infliger un coup suffisamment fort à ces pays du Golfe pour que demain, ils disent à Trump, voilà, cette guerre n'a que trop duré. C'est trop. D'abord, vous avez trop de dommages aujourd'hui, puis trop de dommages, par exemple, sur l'image. L'image, par exemple, du Qatar ou de Dubaï, qui aujourd'hui était vu comme un havre de tranquillité, et aujourd'hui c'est remis en cause par un certain nombre de multinationales, par un certain nombre d'expatriés, qui demain auront peut-être du mal à revenir dans ces pays-là. Mais dans le même temps, et c'est là où c'est compliqué, dans le même temps, maintenant que cette guerre est engagée, il y a un certain nombre d'analystes qui disent qu'aujourd'hui, ces pays du Golfe se disent, maintenant qu'on est dedans, il vaut mieux affaiblir au maximum l'Iran, parce qu'un Iran qui serait seulement moyennement affaibli demain risquerait de se venger pendant des années de ces pays du Golfe. Donc on est un petit peu au milieu du gué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est allé trop loin pour s'arrêter, et c'est sans doute aujourd'hui ce qui pourrait conduire ces pays du Golfe à se dire, voilà, il faut encore, je dirais, taper sur la tête de l'Iran, taper pour éviter demain d'être dans des représailles qui seraient trop douloureuses et qui pourraient durer des années. Donc en ce sens, c'est vrai qu'on est dans quelque chose d'assez compliqué à décoder. Les choses peuvent aller dans un sens ou dans l'autre, mais ce qui n'est pas sûr, justement, c'est qu'il y a une certaine complexité et que le pari de l'Iran aujourd'hui ne fonctionne pas. D'avoir, je dirais, impliqué de cette façon les pays du Golfe. Pardon. Alors, dernier facteur peut-être, Sébastien, et c'est celui qui est entre, on va dire, Israël et les États-Unis, et plus particulièrement entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. On a vu dernièrement, je crois que c'est une information de cette nuit, où le président américain a affirmé ne pas avoir été informé d'une frappe israélienne contre un champ gazier dans le sud de l'Iran. Est-ce que justement cette idylle qu'on a vue, cette lune de miel qu'on a vue au début de la guerre entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump pourrait s'arrêter ? Alors, elle peut s'arrêter pour une raison simple, c'est que Donald Trump, évidemment, se montre un allié extrêmement loyal et fort d'Israël, mais on sait aussi que Donald Trump, sa principale loyauté, c'est d'abord les États-Unis, puis c'est la loyauté envers Donald Trump. Et donc, je pense que Benjamin Netanyahu a conscience, et il l'a vu d'ailleurs dans la dernière guerre en juin, qu'à un moment donné, quand Donald Trump décide d'arrêter, il arrête, et je dirais qu'il peut être impitoyable. Il avait à l'époque tweeté de façon extrêmement agressive envers Israël. Il avait même dit, pardonnez mon mot, il avait dit « What the fuck are they doing ?» Qu'est-ce qu'ils font, bordel, en disant maintenant ils doivent arrêter. Donc Donald Trump, il faut savoir que sa loyauté, et ce qui est normal pour tout dirigeant, n'est pas inconditionnelle envers Israël. Vous avez aussi un certain nombre de divisions, pas tellement chez les électeurs, mais je dirais dans la base MAGA, des élus MAGA, ou en tout cas des proches qui ont apporté leur soutien à Trump. Vous avez certains élus qui commencent un petit peu très légèrement à prendre leur distance, et Donald Trump fait attention aussi à ce que cet interventionnisme ne soit pas trop fort, parce qu'il avait promis d'abord être America First, et chez une partie de l'aile droite de son mouvement, vous avez quand même une certaine défiance envers tous les pays, y compris Israël. Donc c'est ça que Trump regarde aujourd'hui. Il va d'abord regarder ses intérêts, comment évolue sa base, comment sa base perçoit, je dirais, cette alliance avec Israël. Et puis, il est possible aussi qu'à un moment donné, les pays du Golfe veuillent, je dirais, enfoncer un coin entre Israël et les États-Unis. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Il n'y a pas, je dirais, de carte blanche absolue donnée à Israël. Un dernier point, beaucoup d'analystes militaires disent qu'a priori, Israël a frappé avec l'assentiment des États-Unis. Et il se trouve que comme ça s'est assez mal passé, Donald Trump, comme c'est fréquent avec lui, je dirais, dit non, mais je n'étais pas au courant, pour un peu se défausser sur Israël, mais il est fort probable qu'il était au courant de cette frappe d'Israël contre cette installation. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Sébastien Lévy pour toutes ces explications. Merci d'avoir été avec nous sur Studio Kalita. Merci.